Alors, pour cette table ronde, on est toujours en plateau et en visio, sans les masques parce qu'on respecte les distances de sécurité, donc pas d'inquiétude. Donc une table ronde qui est consacrée aux achats circulaires et solidaires. Et je suis avec Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC, représentée tout à l'heure par François-Michel Lambert, avec Elisa Liaschwitz, qui est directrice générale Les Canaux, représentée tout à l'heure par Éric Pliez. Et nous rejoignent également en visio Hortense Mourier, qui est chef de service développement économique durable à la métropole du Grand Paris, qui est avec nous sur les écrans. Bonjour. Sandrine Bousquet, directrice générale adjointe du GIP Maximilien. Bonjour à vous. Et Mustapha El Ouajidi, directeur adjoint des achats et de la commande publique à la métropole de Bordeaux, donc avec toujours ce témoignage métropolitain. Je vais commencer tout de suite en visio pour changer un peu. À tout avantage à ceux qui sont en visio. Avec vous, Hortense Mourier, donc chef de service développement économique durable à la métropole du Grand Paris. On en a parlé depuis le début de cette matinée. Les achats sont un levier très très important, la commande publique. Et l'idée, c'est aussi d'aider les acheteurs publics à acheter plus circulaire, plus solidaire. Il y a des programmes qui justement ont cette tâche et ce rôle d'accompagner les acheteurs. J'aimerais bien que vous nous fassiez un petit peu un panorama de ce qui existe comme dispositif, puisque la métropole est un des acteurs puisqu'elle a un dispositif. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama ? Bonjour Émilie. Tout d'abord, un grand merci aussi à la technologie et au numérique qui permet d'avoir des intervenants en présentiel, mais à distance. Et c'est vrai que voilà, la contrainte m'est imposée aujourd'hui. Mais ce que j'observe depuis le début du Grand Paris circulaire, c'est que la commande publique est vraiment dans les bouches de l'ensemble des interventions. Alors, je crois que c'est partagé. La commande publique, elle représente un point important de notre économie. 10% ont été évoqués sur le volume d'achat national. Ça représente à peu près 200 milliards, mais c'est aussi 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on se rend bien compte que le poids économique et l'impact environnemental du secteur public doivent vraiment être pris au sérieux, de sorte à ce que la commande publique soit un levier de transition vers un modèle d'économie plus durable et qui permette de réconcilier le développement économique et les impératifs environnementaux et sociaux. Alors, les collectivités, on l'a bien compris, elles ont des difficultés, effectivement, à le mettre en pratique. Mais c'est vrai que le fait qu'elles soient exemplaires dans leur stratégie d'achat va contribuer à construire cette économie de demain, cette économie d'avenir. Alors, l'accompagnement, ça l'a été évoqué déjà à plusieurs reprises, des acheteurs pour qu'ils intègrent la logique d'économie circulaire, la logique environnementale, la logique sociale, elle est cruciale. Alors, il existe en France, dans quasiment toutes les régions, des réseaux d'acheteurs publics. Donc, on sent que cette dynamique, elle est présente déjà de longue date. On a pu observer que leur méthodologie, elle vise à partir des besoins des acheteurs. Donc, dans les discours d'introduction, il y avait François-Michel Lambert qui parlait effectivement d'un cadre qu'il fallait décloisonner également dans la pensée humaine. Je pense que cette prise de conscience par les acheteurs, elle est existante. Il y a également le cadre réglementaire et législatif qui a eu certaines évolutions dernièrement, mais voilà, il y a plusieurs leviers. Donc, par leurs actions, ces réseaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fédèrent déjà les acheteurs entre eux. Ils mutualisent la connaissance parce que cette notion de partage et de retour d'expérience est vraiment important. Et puis, ils élaborent également des outils pour accompagner les acheteurs dans la mise en place de ces logiques de façon très pratique. On a pu observer que historiquement, ces réseaux se sont constitués autour de la logique sociale. Et puis, elle a évolué vers des enjeux environnementaux et puis des enjeux économiques. Mais c'est vrai que l'inscription de ces principes dans les démarches d'achat, elle peut encore être perçue comme une prise de risque pour les collectivités. Alors, je vous cite quelques réseaux qui sont certainement connus, mais qui peuvent être effectivement portés à la connaissance de certains acheteurs dans nos régions. Donc, on a Reseco dans le Grand Ouest,
On a Apure en Hauts-de-France, achat public durable en région sud. Voilà, on pourra de toute manière partager à l'issue de cet événement l'ensemble de ces réseaux. Donc, il existe des leviers qui sont mobilisables donc à différentes étapes de l'achat. Et donc, pour faire un focus sur le Grand Paris et sa région, il y a également un écosystème d'acteurs qui est extrêmement riche et qui porte des expérimentations, qui montent des dispositifs de bonnes pratiques et qui mettent à disposition des boîtes à outils. Donc, ça peut être sectorisé. En tout cas, en matière d'accompagnement, nous allons voir que sur notre territoire, il y a également des dynamiques qui sont engagées et donc on va plus précisément revenir en détail sur le programme achat circulaire et solidaire et la mission d'appui au développement des clauses circulaires et environnementales. Et donc les autres intervenants qui sont avec moi sur cette table ronde vont pouvoir rentrer dans le détail. Oui, et on va garder tout de suite un avantage en visio, puisque on a Sandrine Bousquet, justement, donc, qui est directrice générale adjointe du GIP Maximilien, qui met en œuvre la mission d'accompagnement clause sociale dont vous venez de parler, Hortense. Mais comme ils ont une double casquette, vous êtes aussi, Sandrine, vous êtes responsable de l'Observatoire régional des clauses sociales dans les marchés publics. Alors, avant de nous préciser votre programme d'accompagnement, j'ai envie de vous poser une question simple, puisqu'on n'arrête pas d'en parler, de la commande publique. C'est quel est l'état de la commande publique au lendemain de cette crise, et avec cette crise que nous traversons toujours, qu'est-ce qu'il en est de la commande? Parce que c'est un levier important, mais elle a dû aussi être impactée par la crise. Bonjour à tous, merci à la métropole de nous avoir invités à cette rencontre. Je suis ravie de participer, mais merci à tous les partenaires. Alors effectivement, Maximilien, on fédère un certain nombre d'acheteurs publics en Île-de-France, 350, et donc du coup on a des informations qui sont assez représentatives de l'état de la commande publique. Donc, la crise sanitaire étant passée par là, effectivement, le nombre de marchés a été en baisse sur la première partie de l'année. Et puis, il y a un deuxième facteur qui fait que la conjoncture n'était pas forcément très facile pour les entreprises, c'est que les élections aussi municipales ont été reportées et que du coup, ça a eu aussi une incidence sur la mise en ligne d'un certain nombre de marchés publiés par les acheteurs publics franciliens, que ce soit les collectivités, mais aussi d'une manière générale aussi les bailleurs, les hôpitaux. Voilà, il y a eu tout un tas de facteurs qui ont fait qu'il y a eu une chute véritable du nombre de marchés lancés sur le premier trimestre, même le premier semestre. Et là, on voit qu'il y a une nette reprogression depuis la rentrée. Donc, en nombre de marchés lancés, voilà, il y a eu un doublement entre la période de juillet-août et la rentrée, et le mois de septembre, qui est un mois très dynamique en nombre de marchés lancés. Et on s'est rendu compte aussi que les marchés publics étaient aussi une valeur refuge aussi pour les opérateurs économiques, puisqu'on a vu que le nombre de réponses aux marchés publics a nettement augmenté aussi, parce que voilà, c'est important. Et que ça permet en fait à certains opérateurs économiques de diversifier leur activité. Donc, Donc ça repart doucement. pour Oui. qu'on comprenne bien, en fait, il y a eu des reports dus à la crise, après, avec le report des élections municipales encore, mais on est en rattrapage finalement, là, en Voilà, septembre-octobre? on est en rattrapage, mais ça commence doucement parce que aussi du fait des élections municipales, les équipes arrivent et donc les projets vont se lancer. Donc du coup, il faut un certain temps pour que ça reparte, quoi. Donc on espère que ça va repartir. Il va y avoir des chantiers de toute façon importants, que ce soit sur les Jeux Olympiques, le Grand Paris Express. Donc là, il y a forcément des projets et dans les collectivités aussi. Mais en même temps, on sait que les finances publiques sont aussi à l'heure des restrictions et que du coup, il va falloir acheter mieux. Et effectivement, nous, notre volonté, c'est aussi que les marchés soient plus responsables, que ce soit sur le levier social et le levier environnemental. Donc c'est pour ça que Maximilien porte est à la fois une plateforme et est connu pour ses outils de dématérialisation pour accompagner les acheteurs publics sur la partie administration électronique, mais on est aussi réseau francilien des achats responsables et c'est pour ça qu'on accompagne nos membres pour que sur les 3 leviers du développement durable, ils puissent être accompagnés pour acheter mieux, en tout cas plus responsable.
Alors justement, parlez-nous de cette mission d'accompagnement des clauses sociales. Déjà dans sa première forme, sa forme initiale, comment ça se passe, en quoi ça consiste et comment vous aidez les acheteurs? Alors, Maximilien, notre nom, voilà, on nous pose souvent la question de pourquoi vous vous appelez Maximilien. Une des réponses, c'est maximiser les liens. Donc, Maximilien, il n'est pas là pour faire à la place de tous les experts, il y en a plein en Île-de-France ou sur nos territoires qui sont des experts du sujet, mais on est là pour faire l'interface entre l'offre, entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques. Donc, en 2016, on a été sollicité par la Direct Île-de-France et la préfecture pour porter voilà, une mission de développement des clauses sociales dans les marchés publics. Cette mission a pour vocation à accompagner d'une part les acheteurs à être accompagnés sur le recours et la mise en place de clauses sociales dans leurs marchés publics, et puis d'un autre côté aussi de faire le lien avec les opérateurs économiques et les acteurs de l'ESS pour que justement ces deux mondes se connaissent mieux. Voilà, donc cette mission, c'est une mission régionale qui a vocation à faire partager des expériences et puis de travailler sur le territoire avec des coordinations départementales qui elles-mêmes fédèrent, alors c'est un peu technique, mais des facilitateurs qui sont sur les territoires et qui sont là pour accompagner les acheteurs publics à closer leur marché, mais aussi à suivre l'exécution des clauses et de voir si les marchés, les maîtres d'ouvrage remplissent bien leurs obligations. Et c'est pour ça qu'on nous a sollicité pour porter cet observatoire régional des clauses sociales, notamment dans le cadre des travaux du Grand Paris et aussi dans le cadre des JO, puisque les maîtres d'ouvrage des JO se sont engagés aussi à avoir des marchés et des achats qui soient responsables, et en tout cas sur le levier social et économique, puisque normalement 10% des marchés publics lancés dans le cadre des JO doivent comporter des aspects sociaux et 25% d'accès des TPE-PME. Donc, On c'est parlait tout une à l'heure, hein, première mission. le vocabulaire ne nous gêne pas du tout, les facilitateurs, D'accord. tout à l'heure on en parlait au niveau Oui, tout local et à fait, j'ai justement on entendu. disait c'est nécessaire parce qu'il faut, il faut que ça infuse justement au niveau de l'échelle locale. Et Euh, ça existe au niveau social, mais pas encore au niveau environnemental. Et donc, du coup, voilà, moi, je lance une perche pour qu'on ait des facilitateurs alors un jour sur les classes sociales et environnementales, parce que c'est très important aussi d'avoir un suivi de terrain. le message est lancé et vous avez fait évoluer justement votre programme, votre mission. Parce que là, vous traitez les clauses sociales, mais là, maintenant, vous avez envie de traiter aussi les clauses circulaires et environnementales. Donc, c'est une nouvelle facette, en fait, du programme. Tout à fait. Expliquez-nous en quoi ça consiste exactement. Donc, comme on portait cette mission et qu'on était un petit peu bancal, nos membres nous ont dit, mais c'est bien ce que vous faites, ça fonctionne bien, mais qu'est-ce que vous faites sur la partie environnementale? Et donc, effectivement, on ne faisait pas beaucoup de choses jusqu'à présent. Et donc, on a été sollicité pour porter une mission d'accompagnement sur les clauses circulaires et environnementales. Donc, nous, on n'est pas des spécialistes du sujet, voilà, on est très humble. Et donc, du coup, on s'est appuyé sur un AMO et sur l'INEC, voilà, avec qui on a travaillé pendant presque un an, et nos partenaires, la métropole, la région, l'ADRIE et l'ADEME, pour voilà, mettre en place un programme d'accompagnement très concret sur les clauses circulaires. Donc là encore, on ne fera pas à la place d'eux. Il y a eu la première phase du plan d'action de la métropole qui a aussi mis en œuvre des outils. Nous, l'idée, c'est justement d'essaimer et de faire partager toutes les bonnes expériences, d'accompagner concrètement et puis surtout de définir sur un certain nombre de, de familles d'achat, un accompagnement très spécifique et très opérationnel. Donc, on a défini 5 familles d'achat qui se retrouvent aussi dans la partie, le plan d'action de relance européen. Et donc, du coup, ces 5 familles d'achat vont faire l'objet d'outils, de la mise en place d'outils et d'accompagnement, des closiers techniques pour que justement nos acheteurs puissent aussi se lancer dans la mise en place de clauses circulaires dans leur marché public. Parce qu'on a fait une étude auprès de nos membres et ils nous ont dit, nous, on veut bien se lancer, mais après, il faut qu'on ait aussi la possibilité d'avoir des critères de comparaison et de choix pour qu'on puisse sélectionner des offres circulaires.
Il faut aussi qu'on repense l'achat au niveau global parce que on sait que les achats circulaires peuvent être plus onéreux au moment de l'achat. Donc, eh ben, il faut repenser toute cette partie-là. Et donc, il y a un gros travail de sensibilisation. Quand on a fait une enquête auprès de nos membres pour savoir s'ils avaient besoin d'être accompagnés, on a eu voilà, un certain nombre de réponses, et beaucoup de réponses qui nous ont dit oui, oui, mais on est un petit peu démunis et on a un petit peu honte, on ne sait pas trop par où commencer, on n'a pas fait grand-chose. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des choses très basiques, qu'on réutilise toutes les outils qui existent sur notre territoire et les compétences qui existent sur notre territoire pour accompagner nos acheteurs publics. Et donc, il y aura 5 familles d'achats que je vais indiquer rapidement, qui sont les matériaux et le mobilier de bureau, tout ce qui est lié à l'informatique et au numérique. Et on sait que là, au niveau réglementaire aussi, il va y avoir des choses qui vont arriver dans le prochain décret. La partie aussi boucle alimentaire, parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de communes, la partie bâtiment et la partie équipement de protection individuelle. Donc, sur toutes ces familles d'achats, on va essayer de faire un maximum d'accompagnement par des cycles d'information, de recours aussi à des retours d'expérience et puis des rencontres avec l'offre circulaire. On comprend hein, que c'est difficile parce que l'enjeu est quand même important. Vous l'avez dit, il faut inclure le mobilier, les cantines, enfin, c'est à multiples facettes. Je vous remercie pour ces détails et je vais tout de suite me tourner vers Hortense Maurier qui est en visio parce que vous portez la métropole du Grand Paris avec l'INEC et l'Observatoire des achats responsables et maintenant aussi avec les canaux, un programme d'accompagnement sur la métropole et plus globalement en France pour accompagner les acheteurs. Vous avez travaillé sur ces achats circulaires. Vous avez la même approche et en même temps une approche individualisée. Enfin, expliquez-nous exactement comment marche votre dispositif. Alors, en étant une jeune collectivité qui a été créée en 2016, on a très vite vu la commande publique comme un levier. Et en 2017, dans le cadre des travaux de la feuille de route économie circulaire, là encore, la commande publique a été vue comme un levier de transition vers une économie circulaire. Et dans ce contexte, des discussions se sont engagées entre plusieurs acteurs, dont la métropole du Grand Paris, l'Institut national de l'économie circulaire et l'OBSAR, donc l'Observatoire des achats responsables. Et de là, on a décidé de lancer un programme achat et économie circulaire pour accompagner les acheteurs dans l'intégration de critères, de clauses d'économie circulaire dans leur stratégie d'achat. Alors, on s'est fait accompagner parce que voilà, on a voulu être très concret et se lancer dans un programme d'accompagnement, mais il y a de la connaissance et il y a de l'expertise sur le territoire, mais on a voulu également se faire accompagner et avoir l'appui de certains qui avaient déjà expérimenté. Et ça a été le cas avec le soutien du ministère de l'écologie et des infrastructures des Pays-Bas, puisqu'on a calé notre dispositif sur ce qu'eux-mêmes avaient déjà initié à travers ce qu'on appelle un Green Deal. Donc, ce programme d'accompagnement, on l'a lancé comme une expérimentation d'1 an pour accompagner des acheteurs aussi bien publics que privés qui étaient volontaires, qui voulaient s'engager dans cette démarche, une démarche qui était collective, mais autour de projets d'achat concrets. Ce qui veut dire qu'on a accompagné une trentaine d'acheteurs qui sont tous venus avec un projet d'achat sur lequel on a travaillé avec eux. Donc, notre approche a été sur cette année d'expérimentation de les accompagner à travers des réunions de travail qui étaient thématisées, les thématiques étant présentées par des experts du sujet et étaient également illustrées par l'offre circulaire existante. Donc, on a vraiment fait ce travail également de mettre les acheteurs en réseau, mettre les acheteurs ensemble, mais également de les mettre au contact des solutions qui existent en matière d'économie circulaire.
On les a, au fil de cette année, accompagnés avec un suivi de chacun d'entre eux, également à travers un temps de formation que le ministère de l'Écologie et des Infrastructures a délivré pour avancer étape par étape dans le processus d'achat. Et puis, c'est l'animation de cette communauté au fil de l'eau. Alors, ce que les participants en ont retiré de cette expérience, c'est la mise en réseau des acheteurs entre eux et des acheteurs, le partage, bien évidemment, de la connaissance, le partage également de retour d'expérience, et c'est une dynamique et également de l'inspiration. Donc, à l'issue de cette année d'accompagnement, on a un guide opérationnel qui a été réalisé pour conduire étape par étape les acheteurs vers une démarche d'achat circulaire. Ce guide, c'est également un réseau d'acheteurs référents qui sont mobilisables par tous. Donc, ces acheteurs qu'on a accompagnés, leurs coordonnées de façon très pratique sont dans ce guide. Et donc, chaque acheteur qui ferait face à des achats qui sont similaires ou à des enjeux identiques auxquels on fait face ces acheteurs, ben, voilà, ils peuvent prendre contact. Et c'est également le recueil des solutions d'économie circulaire qu'on a identifiées au cours de cette année. Donc, j'invite tous ceux qui n'auraient pas téléchargé ce guide opérationnel en 10 étapes à le télécharger, mais de toute manière, on diffusera à l'issue du Grand Paris circulaire un ensemble de ressources. Mais compte tenu voilà, de la réalisation de cette première expérimentation, on a souhaité intensifier et aller plus loin. Et donc, on évolue vers une nouvelle édition. Mais cette évolution, on l'a fait également en étant en parfaite adéquation et harmonie avec ce que le GIP Maximilien lance également pour que finalement on ait on va dire une offre de services à destination des acheteurs du Grand Paris et de sa région qui soit la plus complète possible et puis la plus concrète. Merci beaucoup pour ces informations. Mais ce que je retiens avec cette expérimentation que vous avez menée, c'est des choses très concrètes, hein. Vous les aidez, vous mettez en réseau et vous agissez sur des achats vraiment, donc des choses véritablement concrètes en faisant évoluer donc le programme. Il est circulaire, il porte sur les achats circulaires. Et là, on ouvre pour la deuxième édition sur l'économie sociale et solidaire. Et là, je me tourne vers vous, Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Vous faites tout ce travail, première édition. Vous pouvez nous donner un petit retour, hein, vous, votre point de vue sur cette première édition que nous a présentée Hortense. Et deuxième édition avec cette évolution vers l'économie sociale et solidaire également intégrée. Merci beaucoup déjà de nous donner cette occasion de reparler de ce programme qu'on a mené avec les équipes de l'INEC déjà avec beaucoup d'intérêt, mais surtout en ayant la chance d'être dans un écosystème extrêmement engagé. La métropole du Grand Paris, effectivement, a vraiment lancé ces démarches politiques. Hortense Moyer l'a rappelé, c'est une collectivité jeune et qui en plus a pu se lancer très vite. Sans avoir aussi peut-être d'ailleurs, c'est l'avantage aussi d'être plus jeune, à tordre le bras à d'anciennes pratiques. Ils sont partis vertueux tout de suite. Donc oui, un premier bilan de cette première édition assez favorable. Effectivement, ça a donné un guide qui est largement téléchargé, utilisé, et qui a fini même par irriguer au-delà du territoire de la métropole. Et la volonté de pouvoir poursuivre, alors à la fois en élargissant et en accompagnant peut-être de façon plus experte. Alors élargissant, la première grande nouveauté, c'est que le PAEC, Programme Achat et Économie Circulaire, devient le PACS, Programme Achat Circulaire et Solidaire, avec l'intégration des démarches d'économie sociale et solidaire dans les dynamiques qui sont mises en œuvre. Alors ça paraît assez évident comme ça, que circularité et solidarité. Il faut le mettre en application. Mais il faut le faire d'une part, et puis ça n'a pas été tant fait que ça. Donc là encore, il y a une démarche d'invention qui est passionnante. Et sinon, une poursuite un peu, une séparation de ce programme, une partie qui est vraiment dans la continuité de la première phase,
d'accompagnement d'acteurs, alors que ce soit des entreprises ou des collectivités, mais peut-être plus là des acteurs économiques privés, dans une logique de transformation d'une de leurs politiques d'achat. Alors ça a été évoqué, ça pourrait être par segment, enfin voilà, un accompagnement très personnalisé pour les aider à aller plus loin. Parce que dit comme ça, c'est vrai qu'on parle beaucoup achat, commande publique, et on a tous nos réflexes de citoyens en disant bah, ça, c'est pas si compliqué d'acheter plus circulaire, plutôt que d'aller acheter mon sandwich sous un emballage plastique, je vais l'acheter et puis je vais pas prendre la pochette. Dès qu'on parle de grosses masses, de collectivités, d'entreprises, c'est infiniment plus compliqué. Déjà, il y a des habitudes, des habitudes d'achat qu'il faut faire évoluer. Les enjeux économiques, ça a été largement dit, c'est plus cher. Alors en plus, c'est le cercle vicieux de l'économie circulaire, c'est aussi plus cher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, il n'y a pas beaucoup d'offres parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc voilà, il faut que des collectivités comme la métropole, mais aussi comme le GPI Maximilien, s'engagent dans le domaine pour pouvoir vraiment permettre cette montée à l'échelle. Autre frein, alors qui n'a peut-être pas été encore beaucoup rappelé, mais qui est important aussi et qui est essentiel pour les collectivités, le frein assurantiel, on prend un risque. C'est réemployé, c'est pas neuf, voilà, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Donc il y a besoin vraiment d'une mobilisation de l'écosystème autour de l'achat, pas que l'offre, pas que les acheteurs, mais que derrière, on permette de sécuriser ces démarches. Donc évolution de la commande publique, mais aussi évolution des contrats d'assurance, qui puissent s'adapter à ces nouvelles... Qui puissent sécuriser, ouais. C'est-à-dire que là, ça a été évoqué dans les collectivités, alors il y en a avec des services d'achat pléthoriques, etc., qui sont en mesure de pousser cette transformation. Dans les collectivités qu'a évoqué Sandrine Bousquet, qui appartiennent à la collectivité Maximilien et qui sont dans une logique de transformation, qui sont toutes petites. C'est un agent, un demi-agent qui est en charge de ça et qui ne peut pas être sur tous les fronts. Déjà, il faut qu'il assure le quotidien. Donc, penser en plus la transition, c'est pas si simple. D'où vraiment cette volonté et ce besoin de mutualisation de l'effort entre les acteurs et de permettre ces transferts d'expérience, de montrer, de dire allez-y les gars, on l'a essayé avant vous, vous allez voir, ça passe tout seul. Enfin voilà, il y a vraiment ce besoin d'engagement alors qui serait aussi le deuxième point de ce programme. Le travail, alors je crois qu'il y a un autre dessin là-dessus, le travail autour de l'école circulaire. Alors c'est intéressant parce que là on vient concrètement à qu'est-ce qu'on achète justement, comment on s'y prend. Si on peut avoir le dessin qui était sur l'école circulaire, ça représente vraiment ce travail-là. Voilà, en fait l'idée c'est de se dire du côté de la collectivité, mais même du côté de nous individuellement, dès qu'on commence à travailler économie circulaire, on a tendance à penser filière. Alors on va penser bâtiment, on va penser mobilier, en silo, ouais. Ce qui est assez naturel d'ailleurs, parce que ça correspond à des directions, à des dynamiques d'achat et de commande publique qui ne sont pas les mêmes. Sauf que dans la vraie vie, on n'habite pas un bâtiment, on ne va pas apprendre dans un bâtiment, on n'a pas d'immobilier, on vit dans un logement, on va à l'école, on va dans un commerce, et les bâtiments, ils ont une affectation. Et donc pour vraiment faire passer cette dynamique d'économie circulaire, en particulier au sein des collectivités, avec la métropole, on a réfléchi à quelque chose qui permettait vraiment de donner du sens et de montrer. Et la dynamique de l'école, elle est paru assez intéressante parce que, l'école, ça concerne quand même tout le monde. Et dans une école, un bâtiment, il y a à peu près tout ce qu'il est possible de faire en économie circulaire. Il faut s'approvisionner, l'école, les déchets. On la construit, on la rénove, on achète des crayons, on achète du papier, il y a une boucle alimentaire, un approvisionnement énergétique, une couverture des sols, les toits, que sais-je. Quand on parle de collège et de lycée, il y a la question des tablettes. Donc ça permet d'avoir une vision très holistique de ces sujets et donc aussi du portage, parce que c'est aussi un sujet pour les collectivités qui sont toutes engagées, qui ont envie. La question, elle est vraiment pas là. Mais derrière, il faut aussi qu'elles puissent l'expliquer, le montrer. Il y a une logique de participation citoyenne et d'adhésion dans ces projets. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un projet qui permette de rentrer à la fois sur tout ce qui peut exister en termes d'achat. Ça concerne toute taille de collectivité, en tout cas dans les zones ultra-denses là, dans lesquelles on est. Il n'y a pas une ville sans son école. Et puis voilà, de créer aussi des dynamiques économiques. Ça sera dit aussi, je pense, par Elisa après sur les questions de ESS. Mais là, on parle aussi de petits contrats, de petits dossiers, de petits chantiers, et donc une logique
d'activité économique. On en reparlait là juste avant, alors, je sais pas, peut-être ceux qui ont moins de 25 ans ne connaîtront pas, mais c'est d'après une campagne qui s'appelait « Nos emplettes sont nos emplois » dans les années 90, je crois. Là, on est typiquement là-dedans, hein. Puis dans le cadre d'un plan de relance, c'est important. Donc voilà, nos emplettes, notre commande publique, c'est aussi nos emplois, la dynamisation du tissu économique, travailler sur l'économie circulaire pour la rénovation d'une école. C'est aussi faire vivre des artisans autour, c'est travailler potentiellement sur des matériaux biosourcés qui correspondent forcément à l'écosystème dans lequel on se situe, et c'est important. Et dans cette édition que vous allez lancer, il y a un accompagnement un peu plus individualisé, c'est ça, des acheteurs, et il y a une approche un peu au-delà du collectif, d'accompagner dans ses achats et dans ses modalités? Tout à fait, ouais, qui est un peu, alors c'est dans la métropole et dans la démarche d'un travail assez fin avec le GIP Maximilien, qui, côté GIP, a une volonté vraiment de formation, d'accompagnement, de mobilisation d'un réseau d'acteurs très, très dense. Et à côté de ça, de travailler avec... c'est horrible, je vois sur l'écran, je parle beaucoup trop avec les mains. Je peux se regarder. Donc oui, d'accompagnement plus individuel à côté de ceux qui ont peut-être passé des premières étapes d'achat. C'est évident que c'est plus ou moins engageant en fonction de ce qu'on fait, hein. Si je change ma politique d'achat de crayon à papier et que j'arrête d'acheter du crayon à papier qui vient de Chine, qu'à la place j'achète du crayon à papier qui dit, je sais pas, du Jura, qui vient du Jura. Bon, économiquement, ce sera peut-être un peu plus cher, mais enfin, je ne vais pas non plus mettre mon entreprise ni ma collectivité à feu et à sang et dans la faillite économique, mais j'ai quand même fait déjà un premier pas. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Bon, là, je suis vraiment sur l'exemple un peu bas de gamme, mais il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à engager. Donc là, il peut y avoir une démarche de formation, d'aller chercher en disant, voilà, venez commencer par des étapes plus simples, et derrière, par contre, il y a des sujets qui sont plus engageants à tout niveau, hein, assurantiel, je l'ai dit, économique, où là, il y a besoin d'être accompagné, et puis surtout pour ne pas réinventer l'eau tiède, hein. Enfin, si on a travaillé sur les bonnes clauses à un endroit, pas la peine que d'autres juristes aillent se gratter la tête dans un autre endroit pour voir, ce sera la même clause, hein. Donc, voilà. Très bien, merci. On poursuit justement sur cette deuxième édition avec vous, Elisa Laschwitz. Vous êtes directrice générale des Canaux et vous êtes embarquée dans cette aventure aussi sur son volet économie sociale et solidaire. Dites-nous quels sont les grands enjeux pour vous sur cette deuxième édition? Alors, les Canaux, d'abord, c'est une association qui est née sur le territoire francilien, mais qui aujourd'hui intervient dans la France entière, et dont la mission est de soutenir l'économie engagée pour la planète et la solidarité. Donc, tous les acteurs économiques qui décident de mettre dans leur projet ces questions d'insertion, d'intégration et ces questions environnementales. Et donc, pour les soutenir, ces entreprises de l'ESS, beaucoup, mais aussi des entrepreneurs sociaux, pour les soutenir, on leur apporte des formations, on leur apporte de l'accompagnement. Mais finalement, petit à petit, on a développé notre activité autour de leur apporter du business et des affaires. Parce que faire vivre des entreprises, c'est leur donner effectivement le moyen de vendre leurs produits. Et donc, on a développé un certain nombre d'outils très concrets pour les aider dans avoir accès à plus de marchés, que ce soit des marchés publics et que ce soit des marchés privés. Alors, ces outils, on en a développé un premier qui est de, effectivement, donner un réflexe ESS aux collectivités ou aux grands acheteurs. C'est un outil qu'on a développé avec la Banque des Territoires qui s'appelle Territoire ESS et qui, de manière assez automatique, permet d'avoir un diagnostic sur un projet, un investissement, un achat, et voir quelles sont les retombées possibles en matière de ESS, quels sont les enjeux environnementaux qui peuvent être couverts par ce projet. Donc, il y a des projets qui peuvent plus ou moins être réalisés par l'ESS. Quand une collectivité décide de faire un tramway, par exemple, autour de sa ville, c'est vrai qu'il y a peu de structures de l'ESS qui fabriquent des tramways. Là, on est plus sur une grosse entreprise industrielle. Mais en même temps, il y a des marchés, comme le marché d'aménagement paysager, qui va être autour de la mise en place de ce tramway, qui peuvent être réalisés par des entreprises d'insertion. Il y en a dans tous les territoires. Et donc, ce territoire ESS, cet outil permet vraiment pour chaque marché de voir quel est le potentiel de marché possible pour l'ESS. Est-ce que c'est 10%, 20%, 30%, voire 100%, puisqu'il y a des marchés qui peuvent être effectivement dédiés à l'insertion. Alors ensuite, pour permettre aux entreprises de l'ESS de effectivement avoir accès à ces marchés, il est très important
d'accompagner les acheteurs. Donc ça, c'est le travail qui est fait par Maximilien, par exemple, sur le territoire de l'Île-de-France, mais on l'a vu par d'autres plateformes sur d'autres régions, et qui est un travail d'information sur les marchés, de publication des marchés et d'accompagnement collectif aux clauses, à l'insertion. Et c'est tout le travail qui a été fait avec la MAX, avec lequel nous avons travaillé et sur lequel s'inscrit la métropole du Grand Paris. À côté de ça, nous vous proposons vraiment aussi un outil d'accompagnement marché par marché des acheteurs. C'est-à-dire vraiment de voir avec eux sur tel marché, est-ce que ça doit être un marché closé? Est-ce que c'est un marché qui ne peut pas être closé, mais pour lequel des entreprises de l'ESS pourraient y répondre, au même titre que d'autres entreprises? Et donc, en fait, ce travail-là, ça va être non seulement sur la technique de rédaction du marché, mais c'est aussi d'inspirer l'acheteur à travers ce qu'on appelle du sourcing et de lui montrer que dans ce domaine-là, il y a des entreprises de l'ESS présentes, tout à fait performantes et en capacité de réaliser le marché. Et en fait, des entreprises de l'ESS, on en a dans tous les secteurs. Que ce soit les secteurs des traiteurs, on peut faire de la construction, de la démolition, on l'a vu, mais il y a des cabinets de conseil qui ont choisi de prendre ce statut de l'ESS, il y a des imprimeries, il n'y a pas un secteur d'activité dans lequel il n'y a pas d'ESS. Et donc, nous avons là aussi développé un outil qui s'appelle Sourcing ESS et qui référence, sur lesquels les entreprises de l'ESS peuvent se référencer pour identifier finalement sur quel secteur elles peuvent être, dans quel territoire elles sont, quels sont leurs produits, quels sont leurs services. Et cet outil, il est aussi travaillé en intelligence artificielle puisqu'il va après chercher sur le web quelles sont les données en matière de chiffre d'affaires, en matière d'emploi de ces entreprises. Et cet aspect sourcing est très important parce que finalement, les acheteurs sont pris dans une logique assez complexe, c'est qu'il faut faire vite parce que les équipes achats ne sont pas pléthoriques. Il faut faire des achats de qualité, maintenir les délais dans des prix qui sont réduits parce qu'effectivement, il y a une tension sur la puissance publique, donc il faut être au meilleur prix. Et donc souvent, voilà, cette question-là fait que l'impact et la RSE peut passer un peu après par rapport à toutes ces exigences qui sont données. Donc plus ils sont rassurés sur le fait qu'il y aura des postulants et qu'il y a sur le territoire des entreprises capables de réaliser ces marchés, et plus elles intégreront cette dynamique dans les marchés. Un rapport entre l'offre et la demande, et c'est vrai qu'on avait tendance à limiter les acteurs de l'ESS à certains secteurs, mais en fait, vous dites, c'est partout maintenant. Exactement. Mais après, la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi accompagner les structures de l'ESS. Parce que ce sont là aussi des petites et moyennes structures qui n'ont pas forcément les moyens des très grands groupes pour aller faire de la veille sur les marchés, aller regarder les publications au bulletin officiel pour voir la publication, ou pour se renseigner sur quels sont les besoins et les attentes ou les calendriers des acheteurs. Et là aussi, notre travail sur le sourcing, c'est d'aller les prévenir très en amont, avant même la publication, pour leur dire, dans 6 mois, dans 1 an, il va y avoir un marché sur, par exemple, l'aménagement paysager, ou va y avoir un marché de restauration. Préparez-vous, ça va être tel type de quantité. Vous ne pourrez pas le faire seul, donc mariez-vous avec une autre entreprise locale. Mariez-vous peut-être même avec un grand groupe plus classique, mais qui aura besoin de votre compétence pour pouvoir y répondre. Et ça nécessite effectivement d'être bien informé très en amont et d'être accompagné dans ces mariages, on va dire. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous faisons. Donc voilà, on a développé ces outils-là qu'on met au service des acheteurs publics, privés, et la métropole du Grand Paris nous a proposé d'utiliser ces outils pour les collectivités finalement de la métropole. Et donc on va s'inscrire dans tout le travail qui a été fait maintenant depuis maintenant 3 ans par la métropole sur cet accompagnement sur l'économie circulaire, et on va y mettre cette brique ESS et cet accompagnement personnalisé. Et vous avez déjà des retours d'expérience en matière d'ESS dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Il y a des choses qu'on peut faire dans ce domaine. On peut utiliser ces marchés-là pour encore donner un petit peu plus d'ESS dans ce domaine. Tout à fait. La France a décidé que ces Jeux Olympiques seront exemplaires justement en matière d'inclusivité et de faire des Jeux solidaires, les premiers même Jeux solidaires. Et donc, elle a décidé que 25% des marchés
seront réalisés par des entreprises locales et des structures de l'ESS et que 10% des marchés seront réalisés en insertion. Donc une ambition très forte et du coup Paris 2024, la Solideo et toutes les collectivités engagées dans les Jeux ont missionné les canaux justement pour réaliser cette mission d'accompagnement des acheteurs et de l'autre côté d'information des structures de l'ESS avec l'ensemble des réseaux de l'économie sociale et solidaire, avec l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire. D'ailleurs, Maximilien est très impliqué dans cette démarche pour qu'on atteigne ces objectifs. Donc cette plateforme qui s'appelle ESS 2024, elle fonctionne maintenant depuis 1 mois et demi et on voit que ces outils fonctionnent. Ça marche. Sur les premiers marchés, et il y a environ 250 marchés qui ont été aujourd'hui publiés. Nous avons plus de 100 structures de l'ESS qui ont remporté un marché. 60% de ces structures sont franciliennes. 60% des structures qui ont remporté un marché des jeux aujourd'hui sont des TPE-PME françaises et 18% sont issus de l'ESS. Donc on voit que quand on y met les moyens et quand on fait cet accompagnement, on va dire dans la dentelle, on obtient des résultats. Et les résultats, c'est des choses très concrètes sur le territoire. Ça veut dire que, par exemple, les petits déjeuners qui sont faits par Paris 2024 sont réalisés par Colibri, un traiteur qui insère des personnes en situation de handicap sur les métiers de la restauration. Et c'est Colibri qui fait les petits déjeuners. Et là, ce n'était pas un marché dédié. Colibri était en compétition avec d'autres grands groupes, même traiteurs. Mais il se trouve qu'ils ont été informés suffisamment à l'avance, ils y ont cru, ils y ont été, et ils ont remporté ce marché qui, pour eux, a beaucoup de visibilité et leur apporte beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est vraiment dans tous les grands projets qu'on introduit l'ESS, surtout, et notamment avec la métropole du Grand Paris, qui, dans le cadre des Jeux, construit et la maîtrise d'ouvrage pour le centre aquatique, qui est porté par la métropole du Grand Paris. Et ce centre aquatique a sélectionné son candidat, et c'est Bouygues et le consortium éthique qui a remporté le marché. Mais nous avons travaillé très en amont avec Bouygues pour qu'elle s'associe à des structures de l'ESS dans cette réponse. Et donc, nous avons la recyclerie sportive, par exemple, qui est une ressourcerie donc du domaine de l'économie circulaire et qui va être présente sur le centre aquatique. Nous avons Extramuros, qui est une menuiserie en insertion et qui fait travailler des chômeurs de longue durée pour leur apprendre les métiers de la menuiserie et qui va participer à la construction. Et nous avons une autre entreprise de l'économie circulaire et solidaire qui est magnifique, qui s'appelle Maximum et qui fabrique du mobilier uniquement à partir de déchets, qui va faire les sièges du centre aquatique à partir de déchets, de plastique recyclés et récupérés. Donc vous voyez, ça marche et c'est une très belle opportunité de montrer finalement la force de cette économie, qu'elle soit circulaire ou qu'elle soit solidaire. Elle est aujourd'hui en capacité de prendre une place importante dans l'économie et on en a vraiment besoin dans cette période qui est devant nous de crise. Et ce sont des emplois locaux, ce sont des emplois qui créent du lien social et qui inscrivent les territoires dans une démarche positive par rapport à l'environnement. Donc énormément de potentiel avec un accompagnement donc, de votre programme sur ces entreprises. Vous avez toujours une approche très concrète et on a une question très concrète justement. Je vous la pose à tous. Avant de passer à vous, Mustapha, on va répondre à cette question parce qu'elle est quand même assez précise. Elle concerne l'école, on en parlait tout à l'heure. Comment on pourrait aider les collectivités à passer à l'achat de biens, à l'achat de l'usage de ces biens, par exemple le mobilier dans une école? Parce que c'est une question qui est un peu philosophique. Finalement, on achète un bien ou on achète un usage. Comment on peut aider les collectivités à faire la distinction et à s'orienter vers des achats? Je pose la question à ceux qui sont également en visio. Qui veut répondre? Emmanuel? Alors là, déjà, il faut qu'il y ait une offre. Donc, il y a la question de la transformation des modèles d'affaires dans les entreprises qui permettent qu'il y ait une offre dans le domaine. Bon, autre point là qui est un peu, après on est dans la période, on est en discussion du PLF 2021 en ce moment. Projet de loi de finances, pardon. Il se trouve que en l'état, les collectivités, si elles achètent, elles récupèrent la TVA. Si elles utilisent l'économie de la fonctionnalité, non.
Donc, Donc bon, encore une adaptation voilà, à venir. voilà. On En compte beaucoup, là, l'état, c'est vrai qu'il peut y avoir enfin, voilà, une petite modification qui engage quand même les collectivités dans la démarche. Mais oui, alors il y a des choses, il y a des choses dans la loi là-dessus. Typiquement, par exemple, les collectivités sont obligées d'avoir des pneus rechappables. Alors, oui. rechappés, ouais. Alors, Oui. c'est plus ou moins suivi, mais... Alors, une collectivité voilà, qui effectivement, suit, ouais, hein, oui. ouais. Je- Rechappé je avec, pardon, alors, je sais pas, avec la petite limite quand même, et ça, bon, qui génère une petite inquiétude, c'est obligation d'avoir des pneus rechappés, sauf pour les véhicules d'urgence ou, enfin, en gros, l'armée, enfin, quand ça compte. Alors, le problème, c'est que ça a créé aussi une petite inquiétude, à savoir, donc, on a le droit pour toutes les voitures, sauf quand c'est des véhicules d'urgence. Donc, sous-entendu, c'est moins solide. Enfin, voilà, c'est bon, peut-être un petit élément de la loi aussi à changer, ne serait-ce que sur cette question. Moustapha et Louajidi, vous allez nous répondre et puis vous allez enchaîner parce que vous êtes le représentant d'une métropole, justement, on en parle beaucoup des achats de vous, acteurs publics. Vous êtes directeur adjoint des achats de Bordeaux Métropole et ça fait un moment que vous travaillez sur ces sujets-là, vous me l'avez dit, et vous suivez, vous accompagnez des entreprises, vous aussi, aidés par les réseaux, vous accompagnez ces entreprises. Vous avez parlé notamment de deux exemples. Alors, je parle du premier, c'est une structure d'insertion. Et c'est dans le domaine de la gestion du papier. Expliquez-nous, parce que à la fois vous l'aidez à avoir ce marché public et à la fois vous l'aidez à avoir un statut dans le domaine de l'insertion. Expliquez-nous comment vous travaillez ça et depuis quand. Voilà, alors en 2013, en fait, on a décidé d'accompagner un porteur de projet dans le domaine de l'ESS qui était en phase de création, donc il n'existait pas encore, et il alliait à la fois l'environnemental et le social, parce qu'il nous proposait en fait d'être une entreprise adaptée pour faire du tri de valorisation, du tri de papier de bureau. Le besoin chez nous était latent, il existait, toutefois on n'y avait pas répondu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le papier de bureau qui était récupéré allait dans les bacs classiques et partait à l'incinération. Donc sur la question environnementale, c'était catastrophique, et aussi ça avait un coût, puisqu'on paye via une DSP 160 € la tonne le recyclage de ce type de déchets. Donc là, la proposition qui nous était apportée par cette structure qu'on a accompagnée, quand je dis accompagner, on lui a confié un marché, mais avant de lui confier le marché, on a écrit pour l'accompagner auprès de la Directe notamment, pour qu'elle dispose de l'agrément entreprise adaptée. On lui a apporté un appui en expliquant à la Directe qu'on lui attribuerait un premier marché public. Donc on a pu le faire grâce au levier de la commande publique et au code de la commande publique qui nous permettait de réserver un lot à une entreprise adaptée. À l'époque, c'était l'article 15, on est en 2012-2013. Donc, grâce à cet article-là, on a pu leur confier la prestation. Aujourd'hui, la prestation perdure. L'entreprise s'est développée. Elle est sur plein d'axes. Elle développe plein d'axes. Aujourd'hui, c'est les biodéchets, c'est le retraitement des gobelets. Et aussi, on lui a mis le pied à l'étrier, elle a divers clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas client que de la métropole, elle a diversifié en fait ses clients. Aujourd'hui, elle compte 65 employés. Donc, vous voyez, on est parti de 0, de 1, puisque un créateur. Aujourd'hui, 7 ans après, 65 emplois localisés sur le territoire de Bordeaux Métropole, avec une quantité de clients publics et privés. Nous, on représente aujourd'hui même pas 10% du chiffre d'affaires de cette entreprise. On continue à lui passer des marchés pour la valorisation et le tri de nos papiers de bureaux administratifs. Mais aujourd'hui, cette entreprise vole de ses propres ailes à 4 sites en Aquitaine et continue à se développer. Toujours dans le cadre de l'économie circulaire et pas que dans la valorisation, le tri de papier. Je vous ai dit, il y a une partie qui part aussi, ils font la collecte de papiers journaux pour faire de l'isolation via de la ouate de cellulose. Voyez, donc, c'est différents métiers qui s'ouvrent et bien sûr de la valeur ajoutée et de l'emploi sur notre territoire localisé et non délocalisable. On voit expérience réussie, parce qu'arriver à 65 employés, c'est pas donné à tout le monde. Donc bravo, c'est bien d'impulser ce genre de dynamique. Atlantique, je la cite quand même, c'est une entreprise adaptée qui est exemplaire et qu'on a contribué à lancer. Et aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes.
Et alors, vous avez recommencé, hein, parce que ça ne vous suffisait pas, et vous avez travaillé aussi avec une conciergerie solidaire. Vous allez nous expliquer le principe hein, de cette entreprise adaptée cette fois-ci. Et même chose, vous avez fait le double fonctionnement, c'est-à-dire à la fois un marché qui lui est attribué et à la fois vous l'aidez à obtenir son statut. Expliquez-nous. Alors, pour avoir alors, les ingrédients de la réussite en interne, c'est bien sûr le lien entre le service ESS et le service achat. Parce que souvent, dans les collectivités, ce sont deux services qui sont cloisonnés, chacun est dans sa logique et il n'y a pas de lien. Donc là, effectivement, on a travaillé les chargés de mission de l'ESS qui ont étudié avec nous les possibilités sur des familles d'achat de développer de l'économie circulaire et de l'économie de proximité en favorisant des acteurs de l'ESS. Donc ça, c'est l'ingrédient de la réussite en interne, parce que ça part de là en fait. Tout part en fait de la définition du besoin avec le choix d'orienter ce besoin grâce au levier de la commande publique vers des structures ESS. Donc c'est un besoin, on définit les besoins, mais il y a un objectif politique au départ. La conciergerie solidaire, ça a été sur le même schéma. Un porteur de projet nous a proposé une conciergerie solidaire. Pourquoi solidaire? Parce que ce n'est pas une conciergerie classique, parce que quand on parle de conciergerie, on passe de suite à une conciergerie de luxe où il y a des services qui sont apportés. Là, c'est une conciergerie qui, dans en fait, son ADN et dans les prestations qu'elle proposait, c'était de faire, dans les services qu'elle proposait à ses clients, faire appel uniquement à des structures de l'ESS de proximité sur le territoire de la Gironde. Voilà pourquoi ce concept s'est appelé conciergerie solidaire. Et idem, comme dans le cas d'Élise Atlantique, cette entreprise nous a demandé son soutien pour avoir un premier marché, se faire connaître. Donc on lui a attribué un premier marché via un marché d'insertion. On l'a accompagnée pour qu'elle soit aussi agréée auprès de la Directe en tant que structure d'insertion par l'activité économique. Et aujourd'hui, la conciergerie solidaire, c'est 100 concierges sur le territoire national, puisque le concept a essaimé sur toute la France, bien sûr toujours avec l'aspect économie sociale et solidaire, en faisant travailler des structures de proximité. Donc aujourd'hui, la conciergerie solidaire a des contrats avec des structures publiques, mais beaucoup de contrats avec des structures privées qui font appel à ces services de proximité. Voilà un autre exemple un peu qui peut illustrer le lien entre achat, ESS, environnement, économie circulaire. Et j'imagine que vous êtes prêt à recommencer et que même en parallèle de ces exemples-là que vous nous donnez concrètement, vous avez d'autres initiatives dans ce domaine au niveau de la métropole. On veut travailler notamment sur tout ce qui est EPI, notamment vêtements de travail, parce qu'aujourd'hui on a une problématique sur le recyclage de ces vêtements qui aujourd'hui en fait ne sont pas recyclés. Donc on travaille là-dessus, sur cette famille d'achat. On envisage aussi sur le mobilier de mener une action. Donc là, on commence à travailler avec mes collègues de l'ESS pour essayer de déterminer aussi des porteurs de projets à accompagner dans ces familles d'achat. Merci beaucoup pour ces expériences. Une réaction par rapport à ces initiatives qui sont portées par la métropole, Hortense, Sandrine ou vous ici sur le plateau. C'est intéressant parce que c'est à la fois donc activer le levier commande publique, mais aussi accompagner les acteurs par rapport à leur statut, l'obtention de leur statut, rassurer pour donner un agrément plus facilement, obtenir un agrément plus facilement. Oui, c'est extrêmement remarquable dans ces exemples. Alors, Hortense et puis après Elisa. Hortense, allez-y. Ce qui est remarquable et ce qui est très inspirant dans ces deux exemples, c'est que jusqu'à présent, on était peut-être dans une réflexion en se disant que la commande publique est un levier pour avoir des retombées directes sur les entreprises de notre territoire. Mais là, on voit que la commande publique est également un outil à la création d'entreprises et d'entreprises localement implantées sur le territoire. C'est là où on voit que oui, il y a un cadre qui est parfois complexe à appréhender, mais ces retours d'expérience sont extrêmement importants pour voir dans tout le champ des possibles en fait et toutes les directions qu'on peut explorer pour avoir une commande publique qui est véritablement impactante. On voit aussi, on a l'impression qu'à la fois la réglementation pousse
à aller dans ce sens-là, économie circulaire, économie sociale et solidaire, hein, les législations, la réglementation, et on en a parlé, mais aussi les élus et les acteurs locaux poussent aussi à ce qu'on change les méthodes. On a parlé de TVA, on a parlé d'assurance, on a parlé de code des marchés publics. C'est un peu ça, c'est une espèce d'impulsion collective, de volonté politique et d'impulsion collective qui fait changer les choses. Il y a un mouvement certain avec une attente, une demande, hein, nous on le perçoit au canot de plus en plus forte de collectivités qui veulent utiliser finalement l'achat public comme un outil de développement économique. Et à une période où on est face à un chômage qui va arriver assez conséquent, à un moment où finalement le développement économique des territoires devient essentiel, tout doit être utilisé, tous les leviers. Donc effectivement, aussi le levier de l'achat et de la commande publique. Et en fait, c'est un levier extrêmement puissant. C'est un levier très puissant pour soutenir le territoire, créer des emplois, créer du lien social et donner du sens. Parce que finalement, quand je suis sûre que Mustapha et ses équipes, ça donne beaucoup de sens aussi aux équipes des acheteurs et aux directions financières de se rendre compte qu'ils peuvent être aussi acteurs de ce lien social sur les territoires. Emmanuel, vous souhaitiez donner un mot sur ces expériences Oui, la clé, et ça a été excellemment rappelé par Mustapha El Ouajidi, c'est vraiment d'arriver à faire discuter des directions qui n'ont pas forcément l'habitude de parler ensemble. Hein. Donc, aussi bien d'ailleurs dans des collectivités, à l'État, que dans des organisations, dans des entreprises privées. Mais c'est vrai que, nous, alors on le voit, on est une association, on a à la fois des collectivités adhérentes et des entreprises. Nos interlocuteurs, c'est souvent les directeurs du développement durable. Donc c'est super, hein, on a plein de discussions, tout le monde est plutôt très d'accord. Voilà. Non, et voilà. Et quand on discute, je sais pas, je pense dans le bâtiment, mais ailleurs aussi avec les opérationnels, ils ne sont pas forcément sur les mêmes logiques. Parce qu'ils ne sont pas toujours aussi sur les mêmes enjeux et ce n'est pas une histoire de mauvaise volonté, c'est que, je sais pas, je prends un promoteur, il y a la question du respect des délais, il y a la question de l'économie circulaire, enfin il y a plein d'enjeux qui sont... Et donc cette volonté de faire discuter les directions ensemble et que ça devienne un projet d'entreprise et pas seulement le projet de ma direction de moi, ça aide quand même pas mal. Mustapha, peut-être une réaction, et puis après Hortense, mais Mustapha, une réaction sur ce qu'on vient de dire, hein, ça fait discuter les différentes directions, les différents services, ça donne du sens aussi peut-être à votre action, oui, encore plus. Tout à fait, c'est vrai qu'on est content de se lever le matin, on se dit on va faire une bonne action et puis ça donne de l'intérêt parce que souvent les chiffres, les achats, ça peut être un peu abstrait, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de clauses, etc. Là, concrètement, on voit des emplois, on voit une économie financière, du développement durable, de l'économie de la ressource et surtout des emplois localisés sur notre territoire puisque c'est l'objectif qui nous est assigné aussi par les pouvoirs publics, par nos organisations, dans le cadre des politiques publiques qui sont assignées à la commande publique, par exemple. Donc après, c'est l'orientation. Effectivement, nous avons eu la chance d'avoir une orientation forte vis-à-vis du développement durable. Après, les orientations, c'est bien, mais après, il faut le déployer en interne et le dialogue entre les services, c'est ça le gage de la réussite. Nous, on a un schéma de promotion des achats socialement, écologiquement responsables que j'anime, mais effectivement, il faut stimuler, aller voir les directions, les intéresser dans toutes ces nouveautés, parce que pour elles, elles ont d'autres priorités, elles ont des bâtiments à livrer, etc. Mais il faut les associer en amont et les intéresser à la problématique. Merci. Et Hortense, à la métropole du Grand Paris, même sentiment, que ça donne du sens et puis qu'en même temps, il faut embarquer tout le monde dans cette dynamique. C'est un des rôles que la métropole a joué, c'est d'organiser le dialogue et donc de fédérer les collectivités entre elles. Alors ça, on l'a entrepris dès la création de la métropole en construisant un réseau de référents élus et services, parce que on l'a dit, il faut effectivement le portage politique, mais il faut qu'également on ait les services associés pour la mise en œuvre opérationnelle. Et au niveau service, c'est même pluriel puisque
on a le métier et puis on a l'acheteur. Voilà. Donc, nous, on a ce réseau qu'on a initié très tôt avec ce binôme de référents dans chaque collectivité. Alors, c'est vrai que là, le renouvellement des exécutifs en ce début de mandature nous amène à refaire un travail en allant au contact de chacune de nos collectivités pour s'assurer que nos interlocuteurs sont toujours présents ou pouvoir identifier les nouveaux. Donc ça, c'est primordial pour nous. Et c'est sur la base de ce réseau que l'on va aller identifier les collectivités qui souhaitent s'engager dans le programme École circulaire. Voilà, c'est notre ressource. Et puis, on a également le réseau intermétropolitain de l'économie circulaire, donc qui rassemble l'ensemble des métropoles françaises. Et c'est ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, lors du Grand Paris circulaire, édition 4, on avait des représentants de métropoles, mais c'était déjà le cas l'année dernière. Et donc, à travers ce réseau, c'est effectivement partager l'échelon métropolitain qui peut paraître pertinent sur certaines thématiques. Et la commande publique, très vite, quand ce réseau a été constitué, a été identifié comme un sujet sur lequel on pouvait travailler ensemble. Donc, voilà, l'idée, c'est également de pouvoir s'appuyer sur l'échelle des métropoles. Super, merci beaucoup. En tout cas, on a senti beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, beaucoup d'appétence pour tous ces sujets qui se développent au fur et à mesure, qui se confirment en quelque sorte. Merci beaucoup pour vos interventions en visio et en plateau.